Le timing, je dirais, il est à la fois déplorable et en même temps, il en dit long sur l'agenda de la Cour suprême et de sa présidente sortante. C'est-à-dire que le pays entier est mobilisé par la guerre contre le Hamas et les autres ennemis d'Israël. Et la juge Esther Hayot, elle a son propre calendrier personnel. Elle veut laisser sa marque dans l'histoire de la Cour suprême d'Israël. Et il n'y a aucune autre chose qui lui importe apparemment, y compris le Hamas et le Hezbollah et la guerre que le peuple d'Israël est en train de mener aujourd'hui pour sa survie. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Pierre Lursa. Pierre, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, bien entendu, la classe politique est en effervescence après la publication du verdict de la Cour suprême sur la fameuse loi de raisonnabilité. Alors, d'abord, avant de rentrer dans le vif du débat, c'est-à-dire le contenu de ce verdict, qu'est-ce que vous pensez du timing de la publication de ce verdict ? Eh bien, le timing, je dirais, il est à la fois déplorable et en même temps, il en dit long sur l'agenda de la Cour suprême et de sa présidente sortante. C'est-à-dire que le pays entier est mobilisé par la guerre contre le Hamas et les autres ennemis d'Israël. Et la juge Esther Hayot, elle a son propre calendrier personnel. Elle veut laisser sa marque dans l'histoire de la Cour suprême d'Israël. Et il n'y a aucune autre chose qui lui importe apparemment, y compris le Hamas et le Hezbollah et la guerre que le peuple d'Israël est en train de mener aujourd'hui pour sa survie. Alors vous dites que c'est un agenda personnel, mais c'est pas tout à fait exact parce que en fait la loi lui impose d'une certaine manière de publier ce verdict dans les 3 mois après son départ de la Cour suprême. Elle a quitté la Cour suprême le 15 octobre. Il lui restait jusqu'au 12 janvier pour publier ce verdict. Elle voulait le publier, c'est la loi qui l'oblige. Peut-être que c'est pas aussi personnel que vous le dites. Alors, même si s'il y a un calendrier légal, vous savez bien qu'en temps de guerre, il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées. Il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers d'Israéliens qui ont dû quitter leur maison. Je pense que si la Cour suprême avait voulu repousser la décision, elle aurait trouvé très facilement les moyens de le faire. Mais apparemment, c'était pas du tout la priorité de la Cour suprême. Au contraire, elle voulait absolument enfoncer, comme on dit, le clou dans le cercueil de cette loi. Et je crois que donc le fait que cette décision soit prise aujourd'hui est très significative du fait que la Cour suprême, comme on le dit depuis longtemps, s'est coupée du peuple. En Israël, il y a 2 institutions qui étaient des vaches sacrées. C'est d'un côté l'armée d'Israël et de l'autre côté la Cour suprême, qui avaient toutes les deux, qui étaient 2 institutions au-dessus du débat politique et qui jouissaient d'une grande confiance du public. L'armée, grâce à Dieu, elle s'est ressaisie après le choc du 7 octobre et elle jouit évidemment de la confiance du public. Mais quant à la Cour suprême, eh bien, elle est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Concernant le verdict, parce que dans ce verdict, il y a plusieurs éléments importants. Il y avait 15 juges, donc un aéroport sans précédent. Tous les juges de la Cour suprême avaient été conviés donc à cette audience exceptionnelle et donc à rédiger leur avis. Ce que l'on remarque, c'est 2 choses. Il y a 12 juges qui affirment que la Cour suprême est habilitée à casser sur le principe des lois fondamentales, et il y a 8 juges sur 15, c'est-à-dire une très légère majorité, qui estiment que cette loi, de manière plus spécifique, cette loi sur la raisonnabilité, votée en juillet dernier par la Knesset, eh bien, n'est pas, on va dire, constitutionnelle. C'est un résumé convenable du verdict. Oui, et c'est très révélateur là aussi parce que ça veut dire que finalement, rappelez-vous, pendant des mois avant la guerre, on nous a expliqué que cette loi, c'était la fin de la démocratie, qu'il y a des gens qui étaient prêts à ne pas se présenter à leur poste à l'armée, des pilotes de l'armée de l'air qui étaient prêts à refuser les ordres à cause de cette loi. Et finalement, quand la Cour suprême doit donner son verdict, eh bien, il y a seulement 8 juges contre 7 qui nous explique que cette loi n'est pas constitutionnelle. Mais ça, c'est peut-être l'aspect le moins important. Voilà, alors c'est ça. Quel est l'aspect le plus important? C'est quand même la question de principe sur le fait que 12 juges sur 15 de la Cour suprême estiment que la Cour suprême a le droit de casser des lois fondamentales. Pour rappeler historiquement, ça va à l'encontre même de ce que pensait le grand prêtre de l'activisme juridique en Israël, le professeur Aaron Barak, qui lui-même disait qu'il fallait pas rentrer dans ce genre de problème. Oui, alors le juge Barak était un petit peu ambigu sur ce sujet comme sur d'autres, c'est-à-dire qu'il quelque part il a pavé la voie à cette espèce de deuxième phase de la révolution constitutionnelle. Peut-être pour que les choses soient bien claires pour les auditeurs, je dirais que la première révolution constitutionnelle, c'était lorsque la Cour suprême, sous la houlette du juge Barak, a dit nous sommes juges de la constitutionnalité des lois, donc elle s'est arrogée un pouvoir de
pour constitutionnel que personne ne lui a jamais donné, puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment de constitution en Israël, il n'y a pas une constitution en bonne et due forme. Et aujourd'hui, on est en train de vivre la deuxième phase d'une deuxième révolution constitutionnelle, ou le deuxième volet, et qui va encore plus loin, c'est-à-dire que les juges de la Cour suprême, non seulement considèrent qu'ils sont habilités, on ne sait pas par qui, à abroger des lois, mais en plus se disent habilités à abroger une loi fondamentale, c'est-à-dire que finalement, ils sont au-dessus de la Knesset, à la fois sous sa casquette de législateur, et aussi ils se mettent au-dessus de la Knesset en tant qu'assemblée constituante, ce qui évidemment est quelque chose de sans précédent dans aucune démocratie du monde entier. Alors, il y a un élément dans le verdict, dans les longues pages de ce verdict, il y a un élément sur lequel je voudrais insister, le fait que la juge Hayout estime que s'il doit y avoir un changement dans une loi fondamentale, il faut qu'il se fasse à une forte majorité, alors qui n'est pas très clairement définie, mais en tout cas une forte majorité, et pas 64 députés. Même si le fait que la loi a été votée 64 contre 0 parce que l'opposition a boycotté le vote, 64 ce n'est pas suffisant. Il y a pas une petite problématique là ici par le fait que même aujourd'hui, 8 sur 7, c'est quasiment le même ratio que 64 députés sur 120. Bien entendu, c'est, comme on dit en hébreu, Zorek la Shamaim, c'est totalement absurde que la Cour suprême prétende imposer à la Knesset des lois ou des règles qu'elle-même ne respecte pas. Si la Cour suprême voulait signifier au peuple d'Israël qu'elle était au-dessus des lois, c'est ce qu'elle a fait hier. Elle est vraiment au-dessus des lois, elle ne respecte aucune apparence même de l'égalité, et cette courte majorité est très significative. Ça veut dire que finalement, la Cour suprême elle-même n'est pas tout à fait sûr du fait que cette loi représentait un tel danger pour la démocratie. Et je voudrais quand même rappeler quelque chose à propos de la fameuse raisonnabilité, parce que on en a beaucoup parlé, mais finalement, qu'est-ce que c'est la raisonnabilité pour les juges de la Cour suprême? Je voudrais mentionner un arrêt qui a été rendu il y a 5 ans par la Cour suprême, une décision qui a été prise par 3 juges dont certains siègent encore aujourd'hui à la Cour suprême, sinon tous. Et la question à l'époque concernait de savoir est-ce que des femmes de dignitaires du Hamas pouvaient se faire soigner en Israël, et le ministère de la Défense avait interdit de permettre aux femmes du dirigeant du Hamas de venir se faire soigner. Il y avait 5 femmes à l'époque qui étaient concernées par cette décision. Eh bien, la Cour suprême, de manière unanime, a renversé la décision du ministère de la Défense, alors que cette décision était motivée pas seulement par des critères moraux, mais aussi par des raisons très, très concrètes. Il fallait permettre à Israël de négocier le retour de prisonniers détenus par le Hamas. Eh bien, la Cour suprême, à 3 voix contre 0, a décidé qu'il fallait qu'Israël elle a contraint le ministère de la Défense à laisser ces femmes de dirigeants du Hamas venir être soignées en Israël. On voit qu'est-ce qui est raisonnable aux yeux de la Cour suprême et qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui, alors c'est une précision importante. Je voudrais, entre nous, puisque nous sommes entre nous, Pierre, essayer de revenir à la main sur le cœur. Dites-moi, vous qui êtes nationaliste, proche, on va dire, des cercles de la droite israélienne, on est à 1 an moins 2 jours de la présentation par Yariv Levin de cette réforme judiciaire. C'était le 4 janvier 2023. Et au bout d'1 an, on constate rien du tout. C'est-à-dire un véritable gâchis. C'est-à-dire que il y a 1 an, le gouvernement israélien, tout de droite, à droite toute, un gouvernement qui était ultra puissant, avec 64 députés, une coalition de cohésion solide et tout, eh bien, elle ne parvient pas à faire passer le moindre projet de loi lié à la réforme judiciaire. C'est quand même un beau gâchis. Je ne dirais pas que c'est un gâchis, je dirais tout simplement que ça montre à quel point cette réforme est cruciale pour l'avenir d'Israël, et la résistance acharnée de l'establishment judiciaire israélien montre qu'effectivement on a mis le doigt là où ça faisait mal, et personnellement je n'ai aucun reproche à faire à ce sujet à Yariv Levin et au gouvernement israélien qui a fait ce qu'il fallait, qui a essayé, qui s'est lancé dans ce combat effectivement très difficile. En mettant les pieds, viendra sans doute là aussi comme après la guerre, lorsque nous aurons gagné cette guerre, et ça prendra le temps qu'il faudra, eh bien, les centaines de milliers de soldats qui étaient à Gaza, qui ont risqué leur vie pour l'avenir de notre pays, reviendront et voteront, et quelque part, ils auront leur mot à dire sur ce sujet aussi, parce que parmi les institutions qui se sont, je dirais, déshonorées pendant cette guerre, eh bien, la Cour suprême figure en premier lieu, et je regrette personnellement que lorsqu'on a décidé de montrer le film des horreurs du Hamas à la Knesset, eh bien, c'est devant la Cour suprême qu'il aurait fallu montrer ce film. Parce que s'il y a vraiment des gens aujourd'hui en Israël qui sont totalement coupés des réalités
de ce que vit le peuple d'Israël, eh bien, ce sont les juges à la Cour suprême. Mais vous n'avez pas l'impression que pendant toute cette année, Yariv Levin s'est comporté comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il a mis les pieds dans le plat, il a refusé toute possibilité de compromis et il est allé dans le mur et il a pris le mur en fait. L'histoire le dira peut-être plus tard. Je pense que c'est pas le moment d'accabler de reproches Yariv Levin. Moi, je l'avais interviewé il y a déjà plus de 10 ans et il avait déjà exposé son programme à l'époque. Et je pense que ça fait très 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 longtemps qu'on aurait dû se lancer dans ce combat pour rétablir l'équilibre des pouvoirs en Israël. Et effectivement, c'est tombé à un moment difficile. Et ce combat ne fait que commencer. Mais je dirais que la nécessité de rogner les pouvoirs exorbitants que s'est arrogé la Cour suprême est aujourd'hui plus évidente que jamais. Alors, si c'était à refaire, et si vous deviez donner des conseils à Yariv Levin ou au prochain ministre de la Justice, comment vous lui conseilleriez d'aborder une telle réforme judiciaire? Est-ce que finalement, sur le fond, eh bien, il n'était peut-être pas plus logique et plus rusé de le faire comme l'avait fait par exemple Ayelet Shaked en trouvant des compromis avec les autres composants de la commission de nomination des juges, c'est-à-dire en faisant rentrer parfois des juges conservateurs, parfois des juges libéraux? On les voit, les juges conservateurs, ils sont loin, ils sont pas loin. Il y en a quand même 7 au moins qui sont dans la Cour suprême, qui sont prêts à reconnaître que cette loi ne pouvait être maintenue. Finalement, peut-être qu'il faut agir face au pouvoir de la Cour suprême, on va dire aux élites, de manière beaucoup plus rusée que l'a fait Yariv Levin. Je ne sais pas, je dirais que effectivement, on voit que la Cour suprême est très partagée elle-même, qu'il y a des juges conservateurs, mais ce qui est le plus troublant, c'est de voir que finalement, même ces juges conservateurs ont voté, on dit que la Cour suprême avait ce pouvoir exorbitant que personne ne lui a jamais donné, d'annuler une loi fondamentale, ce qui veut dire que finalement, le clivage, il n'est même pas entre juges conservateurs et juges progressistes ou libéraux, le clivage, il est entre ceux qui sont d'accord pour reconnaître que la Cour suprême a été beaucoup trop loin, et là, on n'a eu que 2 ou 3 tzadikim besdom, juste à Sodome, et puis l'immense majorité des juges de la Cour suprême, quelle que soit leur couleur politique, qui eux sont pour continuer à donner encore plus de pouvoir à cette institution qui aujourd'hui vraiment c'est placé hors du jeu démocratique et qui quelque part a sapé la confiance du public et qui un jour devra rendre des comptes au public israélien. Donc si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez dans le comportement d'un gouvernement de droite israélienne qui voudrait instaurer des changements? C'est-à-dire peut-être plus de dialogue, plus de consensus, mettre un peu, c'est-à-dire atténuer peut-être les changements à effectuer? Peut-être la chose sur laquelle effectivement il y a eu un échec du gouvernement, c'est dans l'explication au public. Mais je pense que là, la Cour suprême elle-même est en train de faire une très bonne asbara aux partisans de la réforme par son comportement totalement hors de toute préoccupation. On voit que la Cour suprême finalement n'œuvre pas pour le bien de l'État et du peuple d'Israël. Donc de ce point de vue-là, elle-même est en train de faire la meilleure asbara pour les partisans de la réforme qui de toute façon devra un jour être accompli. Vous pensez, si vous étiez aussi à la place des dirigeants israéliens aujourd'hui, vous pensez que il faut peut-être relancer un nouveau projet de loi qui serait peut-être plus nuancé sur la clause de raisonnabilité, écouter peut-être certaines voix qui s'étaient fait entendre, peut-être comme celle de Yoav Gallant qui disait il faut être peut-être plus nuancé pour faire passer cette loi de manière plus, on va dire plus fluente comme ça? Il y a sûrement on trouvera d'autres possibilités effectivement pour que cette loi soit revotée peut-être par une plus grande majorité, peut-être sous une forme un petit peu différente. Mais ce qui importe peut-être aujourd'hui, c'est de faire comprendre au public israélien que finalement il n'est pas possible de laisser des juges qui sont déconnectés des intérêts majeurs de la nation, prendre des décisions et se mettre au-dessus de tous les autres bras du pouvoir en Israël. Et il y a un problème qui, à mon avis, est encore plus crucial aujourd'hui, qui est encore plus flagrant aujourd'hui, alors que nous sommes dans une guerre existentielle et qu'on voit qu'il y a effectivement des juges qui, eux, sont dans leur tour d'ivoire et qui, finalement, n'obéissent qu'à un seul impératif, c'est de conserver et d'accroître encore le pouvoir exorbitant de la Cour suprême.
Eh bien, Maître Pierre Lurçat, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin autour de ce verdict de la Cour suprême. On n'a pas fini d'en parler, mais évidemment, d'un autre côté, on voudrait peut-être ne pas trop en parler parce qu'il y a d'autres sujets qui sont bien plus cruciaux et bien plus importants pour l'existence de l'État d'Israël que celui-là. Mais il faut en parler, ça fait partie de nos impératifs. Donc, on va dire, dans la mesure du possible, essayer d'informer dans la conjoncture difficile dans laquelle nous évoluons. Merci beaucoup, Maître Pierre Lurçat, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci Daniel.